Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Pierre Le Vigan. Bonjour monsieur. Bonjour. Pierre Le Vigan est urbaniste de formation. Il est également diplômé en histoire et en philosophie. Son dernier ouvrage, le voici, La planète des philosophes. C'est le tome 2 de cet ouvrage que vous étiez déjà venu nous présenter. Je crois que c'était même moi qui vous avais interviewé sur le sujet. À l'époque, c'était Comprendre les philosophes. Donc voici le tome 2 à retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Alors vous abordez dans cet ouvrage, Pierre Le Vigan, 34 philosophes différents et vous commencez par la présentation d'un texte de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, le philosophe préféré d'Emmanuel Macron. Mais alors, qu'est-ce qui, dans la pensée de cet homme, peut expliquer ce que le chef de l'État inflige à la France depuis 6 ans de présidence? À vrai dire, pas grand-chose, parce que Paul Ricoeur ne théorise pas le sadisme. Il théorise surtout le récit. En fait, le principal apport de Paul Ricoeur, qui n'est pas toujours très facile à lire, il faut le dire, mais le texte que je mets en préambule a le mérite d'être clair. Paul Ricoeur a surtout l'intérêt de présenter ce qu'est le récit, à la fois pour chacun d'entre nous, d'une façon donc personnelle, et d'une façon collective. Et pour lui, le récit, c'est quelque chose qui articule ce qui ne change pas chez nous, qui est en quelque sorte ce qu'il appelle l'identité l'ipséité, et ce qui change, c'est-à-dire la mêmeté, puisque la mêmeté consiste justement à ne pas être toujours le même tout en restant nous-mêmes. Donc c'est le principal apport de Ricoeur, c'est la théorie de l'identité, pour faire très court. Alors que Emmanuel Macron, lui, nous rabâche qu'il faut en même temps faire une chose et en même temps son contraire. Oui, de toute façon... Emmanuel Macron, c'est une leçon d'incohérence vivante, puisque... C'est un cas d'école. C'est un cas d'école, oui, puisqu'il expliquait encore récemment qu'il avait des priorités en matière de réindustrialisation, d'hôpital public, etc., alors qu'il a envoyé une lettre de cadrage à tous les ministres leur demandant de baisser tous les budgets de 5%. Donc, disons qu'on peut prendre Paul Ricoeur au sérieux, c'est souhaitable, mais... Emmanuel Macron n'est pas sérieux sur le plan philosophique. Par contre, comme fondé de pouvoir de l'oligarchie, il est malheureusement à prendre très au sérieux. Alors, Nicolas Machiavel, vous vous êtes penché sur son cas. C'est le théoricien de la politique, de l'histoire et de la guerre. Il explique que le pouvoir ne peut manquer d'être parfois cruel, mais cela ne doit pas dépasser le nécessaire politiquement. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, on va encore parler d'Emmanuel Macron, mais que Emmanuel Macron est machiavélique? Non, même pas, parce que être machiavélique sous-entend, ou être machiavélien plus précisément, c'est-à-dire intégrer les leçons qu'a donné Nicolas Machiavel. Ça sous-entend d'avoir un projet clair, et un projet honorable, et aussi un projet honorable par rapport au bien-être du peuple que l'on conduit. Et à partir de là, effectivement, Machiavel dit, il est certain qu'on doit pouvoir mentir pour arriver à ses fins. Oui, on peut signer un traité puis le violer le lendemain si c'est pour le bien commun. Oui, ou en tout cas avoir une arrière-pensée, ça fait partie de la politique. Mais il dit malgré tout que l'objectif du chef de l'État doit être le bien de son peuple. Alors le bien, c'est-à-dire à la fois éviter la guerre civile, lui assurer une certaine puissance par rapport à l'extérieur, avoir en fait un projet. Et en fait, la dimension machiavélienne, elle existe dans la stratégie, c'est-à-dire tout simplement, on ne peut pas tout dire de ce que l'on va faire, bien entendu. C'est-à-dire pas forcément, il ne s'agit pas d'ailleurs forcément de mentir, mais de maintenir une zone d'ombre. C'est pas du tout ce que fait Macron quand il rend public des conversations avec Vladimir Poutine. On est vraiment dans le n'importe quoi. On est dans l'antidiplomatie. Si on veut prendre quelqu'un qui avait un certain sens sens certain d'ailleurs de la diplomatie, il faut remonter par exemple à Dominique de Villepin.
Alors, vous évoquez aussi, vous abordez la figure d'Hannah Arendt. Et dans son ouvrage « La condition de l'homme moderne », elle étudie le contexte qui a permis le totalitarisme. Alors, c'est quoi la voie qui y conduit à ce totalitarisme ? Alors, effectivement, Hannah Arendt est un philosophe important. Ce qui mène au totalitarisme, en fait, c'est le délitement du lien entre les citoyens d'un même peuple. En fait, voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas une philia, une amitié naturelle, Hannah Arendt emploie ce terme d'amitié, qu'elle reprend d'ailleurs d'Aristote. À l'intérieur des concitoyens, des compatriotes, selon une belle expression qu'on utilise de moins en moins, une expression superbe, mes chers compatriotes, eh bien, à partir de ce moment-là, on essaye de faire descendre une solidarité qui n'est plus organique, mais qui est mécanique d'en haut. Et là, c'est le totalitarisme. Alors, totalitarisme, on l'a vu avec certains fascismes, on l'a vu plus longtemps avec le communisme, ou les communismes, russes, chinois, etc. Alors pour l'instant, on le voit à certains égards avec le totalitarisme post-démocratique qui est le nôtre, consistant à applaudir tous au même moment les infirmières. Voilà, bon, tout ça est un peu pavlovien, même si en l'occurrence les infirmières, c'était plutôt un cas d'école plutôt sympathique, mais en même temps il y avait un côté pavlovien dans ce genre de choses. Puis surtout, pendant qu'on applaudissait les infirmières, on ne mettait pas en cause les responsables du confinement et des déprivations de liberté. Donc, et ce totalitarisme, quand vous dites que c'est la rupture de l'affiliation, du rapport entre les citoyens, est-ce que finalement c'est le communautarisme qui mène au totalitarisme ? Je dirais plutôt que c'est quand il n'y a plus de vraie communauté, on impose une solidarité mécanique, un lien mécanique qui est le totalitarisme. Ouais. Alors le communautarisme, c'est une caricature de la communauté. C'est-à-dire que c'est quand un groupe humain, je ne sais pas, par exemple, il y a 100 ans, vous alliez dans le Morvan, vous alliez dans le Béarn, vous aviez des liens communautaires, des façons identiques de construire la maison, d'utiliser certains matériaux. Il y avait des liens communautaires, mais c'était pas du communautarisme au sens où, quand un Morvandiot, quand un Béarnais venait à Paris, il ne gardait pas pendant des décennies des coutumes qui auraient pu être conçues, pu être perçues comme une provocation par les Parisiens. Or, il y a certains communautarismes qui, malheureusement, fonctionnent d'une manière qui est perçue comme un rejet de la civilisation du pays d'accueil. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas la même chose. Le communautarisme est une caricature de la communauté. Alors, Freud également est dans votre ouvrage. On se demande pourquoi, parce qu'on cite Freud plutôt comme étant le père de la psychanalyse. Vous le mettez dans un livre de philosophie. Vous dites que l'échec du médecin ne veut pas automatiquement dire l'échec du penseur. En quoi la pensée de Freud est éclairante ? Alors, la pensée de Freud est éclairante parce qu'il a quand même écrit sur le malaise dans la civilisation, ouvrage qu'on trouve parfois sous le titre « Malaise dans la culture ». C'est quand même une question très philosophique. Parce que sa théorie du ça, c'est-à-dire des pulsions les plus profondes, du moi et du surmoi, alors le surmoi c'est tout ce qui nous vient de la société, et le moi qui en quelque sorte, qui essaye d'arbitrer entre ce qui vient de la société... Entre le ça et le surmoi. Et puis le ça qui vient de notre cerveau le plus archaïque, ça renvoie aussi à la théorie des 3 cerveaux, c'est malgré tout très intéressant. C'est intéressant non pas pour soigner le freudisme, encore que... Moi, je ne suis pas médecin, donc je laisse aux spécialistes le soin de répondre, mais je pense que beaucoup de gens, j'en fais partie, ne mettent pas le freudisme dans des méthodes qui ont vocation à être thérapeutiques, mais par contre, il y a une dimension philosophique tout à fait intéressante, en expliquant finalement qu'une société, c'est un équilibre entre des forces primaires qui peuvent nous pousser au conflit, et des forces de régulation qui viennent de l'État, des lois, etc. Et que tout ça essaye de s'équilibrer au niveau du moi, mais aussi au niveau d'un moi social, d'un moi collectif. Et c'est vrai que quand au fond, ça renvoie aussi à la crise actuelle. Quand finalement le citoyen n'a plus confiance dans les institutions c'est en quelque sorte le surmoi.
Eh bien, finalement, il y a une tentation, en tout cas, de laisser aller les instincts primaires qui seraient de faire la révolution, finalement, qui seraient de tout casser. Et ça, finalement, Freud nous aide à le comprendre. Autre philosophe qui nous intéresse, Søren Kierkegaard, théologien danois du XIXe siècle. Il dit ceci, Søren, « L'existence, c'est vivre entre angoisse et désespoir. » D'où lui vient cette joie de vivre ? Oui, alors Kierkegaard est considéré comme l'ancêtre de l'existentialisme, qui a eu son heure de gloire avec Sartre, avec Gabriel Marcel, qui est bien oublié, avec d'autres. En fait, Kierkegaard est un garçon extrêmement mal dans sa peau. Alors, il n'a pas compris ce que nous dit et nous redit Houellebecq, à savoir que l'homme a besoin d'un corps chaud, doux et rond, qui est le corps des femmes. Voilà, donc ça, c'est ce que Kierkegaard a refusé de comprendre, et il en a été très malheureux, ce garçon. Parce qu'il était homosexuel ou quoi ? Ah non, mais parce qu'il avait un rapport très compliqué avec les femmes et sans doute avec le sexe en général. Donc voilà. Noble cause. Schopenhauer, il dit ceci, « Il nous faut libérer du désir et du vouloir vivre. Il faut nous libérer du désir et du vouloir vivre. » C'est quoi, c'est une promotion du suicide, ça, ou quoi ? Non, alors c'est un peu une promotion du bouddhisme à l'européenne. Alors Schopenhauer... on a vu ce qui s'est passé avec le Dalai Lama, donc là le bouddhisme il en a pris... Absolument, oui, récemment. Le Dalai Lama, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, a demandé à un petit garçon de lui sucer la langue en public. Oui. Peut-être qu'il pète un câble, mais on peut se demander aussi s'il ne demandait pas ça aussi à des petits garçons dans le privé pendant des années et des années, et que là il est devenu trop vieux et il a oublié qu'il y avait des caméras, quoi. Oui, alors... mais revenons à Schopenhauer ne demandait pas aux petits garçons de sucer la langue en public. Ouais. Il a beaucoup influencé Nietzsche. En fait, son thème de refuser la volonté, c'est vrai que c'est un thème d'inspiration orientale, d'inspiration bouddhiste. Vous libérer du désir, oui. En fait, dans un premier temps, le besoin de sérénité qu'exprimait Schopenhauer a pu séduire Nietzsche, et ensuite Nietzsche a beaucoup critiqué Schopenhauer. C'est quoi, c'est le nirvana indien, à mon avis, il l'a critiqué à juste titre, parce que le problème, c'est que si on veut supprimer le désir et la volonté, toute volonté pour supprimer la souffrance, on supprime aussi toute joie. Et finalement, on supprime tout intérêt à la vie. Donc c'est une impasse. Fondamentalement, c'est une impasse. Alors c'est vrai que par ailleurs, c'est un philosophe intéressant, ses aphorismes sont intéressants, l'art d'être heureux, etc. Mais fondamentalement, c'est une impasse, comme Kierkegaard, pour des raisons un peu différentes, bien que leur époque soit d'ailleurs pratiquement la même époque. Marx, théoricien de la lutte des classes et de la dictature du prolétariat, dit ceci, « Le travail ne semble plus vraiment faire partie du processus de production. Au contraire, l'être humain devient davantage un surveillant et un régulateur de ce processus. » Alors, lui qui a vécu la révolution industrielle, Marx, est-ce qu'il a encore raison aujourd'hui avec la robotisation ? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que Marx, qui est mort en 1883, avait anticipé ce rôle de plus en plus important des surveillants. Et finalement, la robotisation, c'est la mécanisation de la surveillance, puisque finalement, les robots sont produits pour surveiller un processus, etc. Pour mener à bien ce processus en le surveillant en temps réel et en pointant immédiatement en temps réel les dysfonctionnements. Et l'homme devient un surveillant des robots et non plus un producteur. Absolument, l'homme devient un surveillant des robots et en même temps l'homme est lui-même surveillé par l'intelligence artificielle. Donc finalement, d'amont en amont, on est dans une société où on remonte. À chaque fois, on crée un échelon de surveillance plus en amont, toujours plus en amont. Donc effectivement, Marx pointait en fait la dématérialisation du travail, c'est-à-dire le fait que de plus en plus, le producteur, que ce soit un rempailleur de chaises ou un menuisier, serait dans son activité dissocié de la visibilité du produit de son travail. C'est-à-dire qu'il y aurait de plus en plus d'intermédiation qui fait que
eh bien finalement, le menuisier serait quelqu'un qui surveille le robot, qui met en place le processus de coupage du bois, etc. Mais et en fait, le menuisier de maintenant, si j'ose dire, sera en fait un ingénieur d'une entreprise qui ne verra qu'une fois de temps en temps le produit fini. Entre-temps, sa tâche sera de vérifier si le robot chargé de concevoir la coupe du bois fonctionne bien. Donc il y aura finalement, en fait, ça sera un surveillant de processus, et non plus quelqu'un qui, à la fin de sa journée, aura devant lui le produit concret de son travail, voilà. Donc Marx n'a pas eu tort sur tout. Non, il a eu raison sur beaucoup de choses, en fait. Marx a surtout eu tort dans sa téléologie, c'est-à-dire dans l'idée que nous passerions automatiquement du capitalisme au socialisme, puis au communisme. Voilà. Surtout que pour lui, le communisme, c'était la fin de l'aliénation, et les seuls communismes qui ont existé historiquement n'ont pas du tout été la fin de l'aliénation. Demandons leur avis aux gens qui ont vécu en Union soviétique. C'était une société plutôt grise, semble-t-il. Oui, il disait le mode de production capitaliste s'effondrera sous le poids de ses contradictions et laissera à la place à une société sans classe. Une société sans classe, on voit qu'on n'en prend pas le chemin. Oui, alors en même temps, oui et non. Oui enfin, est-ce qu'on peut en rêver d'une société sans classe ? Alors, disons que ce qui apparaît pour l'instant, c'est une société dans laquelle il y a une hyperclasse et dans laquelle les classes moyennes sont finalement reléguées à peu près au même niveau que les classes populaires. Donc c'est vrai que en ce sens, il y a une radicalisation de la domination du capital qui fait que, avant, il y avait une stratification assez différenciée entre différentes couches populaires de différents degrés, différentes couches moyennes et différentes couches bourgeoises. Maintenant, finalement, les riches sont beaucoup plus riches et une bonne partie des classes moyennes tombent dans la même trappe que les classes populaires, c'est-à-dire ont du mal à ne serait-ce qu'accéder à la propriété d'un appartement, ou tout simplement ont du mal à donner à leurs enfants ou à faire donner à leurs enfants une éducation digne de ce nom. C'est ce qu'on appelle le socialisme fabien, qu'on enseigne dans certaines grandes écoles. Disons que moi je dirais tout simplement que malheureusement c'est un mauvais socialisme, c'est le socialisme par le bas qui pousse tout le monde vers le bas au lieu de tirer tout le monde vers le haut. Oui, enfin sauf quelques-uns, quoi. Oui, sauf effectivement une hyper-minorité. Voilà. Une hyper-minorité. Il y a eu des études comme quoi les très riches sont devenus nettement plus riches depuis 2017, comme quoi Macron a bien fait le boulot pour lequel on l'a mis là. Sur Rousseau, vous dites que le progrès nous a fait perdre les vertus antiques au profit de vertus intellectuelles de bien peu de valeur. Rousseau dit ceci: nous étions heureux et nobles, nous avons cessé de l'être. Qu'est-ce qui nous détruit dans le progrès ? Alors, ce que nous explique Rousseau, ce sont les dangers de l'hypercivilité et du soi-disant doux commerce dont parlait Montesquieu. Il nous explique que, au final, ça peut nous faire perdre le sens de l'honneur. Finalement, dans le règne du, entre guillemets, doux commerce, nous pouvons considérer que tout est marchandable, y compris notre honneur, et c'est ce que regrette Rousseau. Donc il y a certainement un équilibre à trouver, consistant à effectivement avoir des relations régulées, entre guillemets, civilisées, mais l'excès de civilisation, effectivement, aboutit à une sorte de démasculation de l'homme, comme disait Maurice Bardèche, qui n'est pas souhaitable. Donc il y a certainement un équilibre à trouver, d'autant que quand on n'accepte pas une certaine ritualisation de la violence, la violence fait partie du ça, comme disait Freud, on ne la supprime pas, mais alors elle surgit sans règles et sans rite. Et donc là, elle est pire parce elle devient démoniaque. Donc c'est ce que nous dit Rousseau, qui était un bon psychologue, y compris un bon psychologue de lui-même et de ses propres faiblesses. D'ailleurs, un petit point commun entre Nietzsche et Rousseau à certains égards. Alors vous commentez aussi le travail de nombreux autres, mais on ne peut pas en parler, saint Thomas d'Aquin, philosophe, Voltaire, et puis j'en ai d'autres ici, Erasme, Épictète, Plotin, Blaise Pascal, etc. Pierre Le Vigan, comment vous définiriez philosophiquement, de quel philosophe vous vous sentez le plus proche ?
Alors, je me sens le plus proche de Schelling, en fait, mais aussi de gens comme, alors qui fera l'objet d'un petit volume supplémentaire, de gens comme Lamétrie, qui... Alors, Schelling, est-ce que vous pouvez alors, nous Schelling, en faire un portrait tout simplement, philosophique? Voilà, c'est tout simplement la philosophie de la nature. Il est né vers 1775, me semble-t-il, est mort relativement âgé, hein, vers 1850 et des poussières. C'est un contemporain de Hegel et c'est quelqu'un que Hegel d'ailleurs a critiqué. En fait, Schelling considère que au lieu d'avoir le schéma hegelien, la logique trouve son antithèse dans la nature et la synthèse dans l'esprit. Il considère que cette dialectique ne trouve pas de résolution. Alors c'est le point commun entre Schelling et Proudhon, hein, qui considère que, contrairement à Hegel et à Marx, la dialectique ne doit pas forcément trouver un point d'achèvement. Et Schelling considère qu'au fond, l'autre de nous-mêmes qui nous permet d'exister, c'est en fait la nature. C'est-à-dire que Fichte, par exemple, explique que la philosophie, c'est le dialogue du moi et du non-moi. Eh bien, ce que dit Schelling, c'est que la philosophie, c'est le dialogue du moi et de la nature. C'est-à-dire qu'en fait, nous faisons partie de la nature, nous faisons partie du cosmos, et que c'est dans notre façon de gérer notre relation avec ce qui nous entoure, avec ce dont nous faisons partie, que nous devons trouver le sens de notre vie. Donc voilà, c'est une philosophie de la nature, c'est du panthéisme, ça rejoint Goethe, ça rejoint Diderot, qui expliquait que le plus important quand on étudiait un fait social, c'était de le voir dans sa totalité et qu'il ne fallait jamais étudier un fait isolé par rapport à ce qui l'entourait. Donc c'est une sorte de holisme ou de totalisme, non pas de totalitarisme, mais de totalisme dans la méthodologie. Hein, chez Rousseau, le plus important, c'est non pas tant ce qu'il dit que sa méthode, sa démarche en quelque sorte, méthodos, hein, c'est-à-dire le chemin. Et donc, effectivement, en ce sens, Schelling, Goethe, Diderot, Lamétrie, le panthéisme, hein, en fait, et le monisme, c'est-à-dire le refus de la distinction entre la substance matérielle et la substance spirituelle, l'idée que finalement la substance spirituelle, c'est jamais que la substance matérielle dans tout son développement, dans toute sa floraison. Hein, donc c'est une vision continuiste de la substance qui fait l'être même du cosmos. Un monisme, c'est quoi? C'est d'abord le refus du Christ, le monisme? Non, un monisme, c'est le... Alors, au demeurant, il peut y avoir un christianisme moniste, mais c'est vrai que c'est forcément un christianisme hérétique. Non, le monisme, c'est surtout le contraire du dualisme. C'est l'idée qu'il n'y a qu'une substance. Alors que le dualisme dit, généralement, il y a deux substances. Une substance matérielle, la chose étendue, la res extensa, nous dit Descartes, et une substance spirituelle, les choses de l'esprit, res cogitans, nous dit toujours Descartes. Et ça, c'est ce contre quoi s'élève Diderot, ce contre quoi s'élève notamment von Schelling. Et enfin, dernière question, vous dites que dans le monde actuel, le bien, le beau, le vrai ont disparu au profit de ce que vous appelez la post-vérité. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Oui, alors la post-vérité, c'est-à-dire finalement, maintenant c'est un catéchisme. Hein. La post-vérité, c'est croire au réchauffement climatique comme une nouvelle religion, finalement. C'est croire que la solution à la mondialisation, ça sera toujours plus de mondialisation, finalement. Croire que la solution au problème technique, ça sera plus de technique. Hein, voilà, la post-vérité, c'est un mélange de vérité et de mensonge. C'est surtout de fausses vérités, de vérités de confort. C'est surtout des vérités de confort. Et c'est surtout remplacer les valeurs, les soi-disant... c'est remplacer plutôt la recherche de la vérité par ce qu'on appelle les valeurs actuellement. Les valeurs qui sont un catéchisme, notamment les valeurs des droits de l'homme. Or, aux valeurs, moi personnellement, je préfère les principes. Donc effectivement, là on est dans la post... Oui, les valeurs sont amovibles, les principes un peu moins. Les principes, normalement, c'est pas négociable, alors que les valeurs, c'est très flou. Au nom des valeurs, par exemple, au nom de la fraternité comme valeur,
comme on ne définit pas le périmètre de la fraternité, vous avez le droit, par exemple, de faire venir des sans-papiers au nom de la fraternité, conçue comme une notion mondiale et non pas comme une notion concrète entre compatriotes. Donc c'est une notion fondamentalement qui amène à la post-vérité, c'est-à-dire à ne jamais rechercher le vrai, mais à se contenter du politiquement correct, du mentalement correct, du moralement correct, de la moraline, comme disait Frédéric Nietzsche. La planète des philosophes, c'est le titre de votre ouvrage publié chez Du Alpha, retrouvé sur la boutique officielle de TV Liberté. Pierre Le Vigan, merci. Merci.